Donc, Attends, Edouard, sur on quel... commence la deuxième partie. Il est en train d'enregistrer. Donc, je vais partager mon écran avec toi. Est-ce que tu vois mon écran? Attends, il faut que je... Oui, je le vois. Voilà. Donc, Ouais, on était en train de commencer ici le mot cosmos. oui. Donc, le mot cosmos, je l'ai choisi pour montrer combien la religion grecque, la langue grecque et la littérature et la science, je le souligne, étaient liées et inséparables en Grèce ancienne. Donc, le mot cosmos, chez Homère, c'était le, le beau vêtement de la reine. Par exemple, on dit que Athéna a apparu avec le cosmos, c'est-à-dire Athéna, la déesse, a apparu avec son très beau vêtement dans toute sa splendeur. C'était le 8e siècle avant Jésus-Christ. Athéna, est venue voilà, avec le cosmos, c'est-à-dire avec le très beau vêtement. Et c'était le 8e siècle, comme je viens de le dire. Et déjà, dans la langue classique, chez Platon et chez Aristote, desquels je vais parler dans quelques minutes, le mot cosmos a commencé à désigner la beauté et après la beauté du ciel. Et comme ça, après, au Moyen Âge, le mot cosmos a pris le sens actuel, c'est-à-dire voilà, le cosmos, l'univers, etc. Voilà. C'est pour montrer à quel point les mots changeaient de sens et quelques mots ont pris la connotation scientifique. Et comme j'ai écrit au point 30, la religion est la base de la naissance de la philosophie, des mathématiques et de la logique. Et pour montrer tout ça, je vais parler de Pythagore. C'est le 6e siècle avant Jésus-Christ. Pythagore était un grand philosophe grec qui avait son école. En Grèce, les philosophes organisaient leurs écoles pour les élèves. Chez Pythagore, l'enseignement en partie était secret. Et donc, les maximes, c'est-à-dire les phrases philosophiques dites par Pythagore, s'appellent acousmata, les choses entendues, voilà, et symbola, qui veut dire le mot de passe ou les choses interprétées. Pour Pythagore, les grandes valeurs, c'était l'amitié fraternelle dans son ensemble, le règle du silence, c'est-à-dire de ne pas relever la connaissance secrète, respect du grade d'initiation des disciples. L'école pythagoricienne était aussi une confrérie tant religieuse que scientifique. Et Pythagore s'intéressait aux mathématiques, à la philosophie et à la magie. Le modèle de l'idéal, c'était la vie contemplative. Et au point 34, je l'ai écrit en grec. La vie contemplative, c'est bios theoretikos. De ce terme, nous avons le mot théorique,
qui veut dire contemplatif. Bios theoretikos. Et donc, Pythagore s'intéressait à la poésie, à la philosophie, à la musique, à l'architecture, à la sculpture. Voilà. Et toute la science en procède, comme l'arithmétique, la géométrie, l'astronomie, la mécanique, la biologie et aussi la musique. Voilà. Et donc, pour lui, il y avait les choses illimitées qui maîtrisaient voilà, notre univers, comme l'air, l'eau, la terre, mais aussi le vide et le temps. Les objets particuliers, aussi bien que le cosmos, sont des combinaisons des limitants et d'illimités qui possèdent, qui obéissent à une harmonie selon des rapports mathématiques. Et pour le Pythagore, comme on le sait bien, il s'agit d'un mystère des nombres. Et voilà, qui établissent l'ordre voilà, dans le cosmos et non seulement dans, dans les lois mathématiques. D'ailleurs, lui, c'était le père des mathématiques et il a compris que les nombres étaient à la base de beaucoup de choses. Par exemple, des sons, parce que la longueur de la corde dépend de la hauteur du son. Et cette découverte était utilisée dans tous les instruments, y compris dans l'orgue. Voilà. Et l'harmonie, comme l'harmonie musicale, était pour lui la structure mathématique bien équilibrée, soumise à des lois très très strictes et les lois qui dirigeaient tout l'univers. Après, je vais citer d'une façon assez brève Platon, qui était la fondateur de la logique binaire. Et comme j'ai dit dans la première leçon, la logique binaire, voilà, je vais prendre juste en vert, donc, pour bien articuler, voilà, 2 secondes. Donc, la logique binaire, c'est-à-dire plus, moins, le bien, le mal, le positif, le négatif, le Dieu ou le diable. Et ce système binaire, c'était très important pour les mathématiques, la religion chrétienne qui oppose le bien et le mal de la religion chrétienne, parce que ce n'est pas le cas de toutes les religions, ce n'est pas le cas de l'hindouisme. Voilà. Et les mathématiques jusqu'au numérique. Comme j'avais dit, notre CD qu'on écoute, avec lequel on écoute la musique est dû à ce travail philosophique de Platon, qui connaissait voilà, tout de son époque. Il était le disciple de Socrate, qui cherchait, en dialoguant, en proposant des arguments, il cherchait à trouver la vérité. Et pour cela, d'ailleurs, Socrate était condamné pour boire du poison et pour mourir. Voilà, parce que la société supportait mal la vérité, comme d'ailleurs aujourd'hui. Et Socrate, qui, comme beaucoup de Grecs, fréquentait les garçons, voilà, et c'était un personnage très intéressant, le maître de Platon, son professeur, qui n'était pas très beau, mais qui était adoré par les garçons pour son intelligence et pas pour sa beauté. Parce que Socrate disait que dans le corps de toute personne,
Il faut voir avant tout la beauté de l'intelligence. Voilà. Et ça donne l'attirance amoureuse. Et on peut fréquenter cette personne, comme le verbe sunéini en grec. Ça veut dire faire amitié, fréquenter la personne, être amoureux de la personne et même coucher avec la personne. Et quand on lit Platon, c'est le verbe sunéini sous-entend beaucoup de sens. C'est à nous de voir. Est-ce que quelqu'un couche avec la personne ou est-ce que c'est seulement l'amitié? D'ailleurs, l'amitié en grec, c'est philia. Et d'après ce mot, sont formés comme philologie, philosophie. Philosophie, c'est l'amour de la sagesse. Sophia, c'est la sagesse. Sophia, la sagesse. Et philo, c'est voilà, euh, aimer, être ami. Voilà. De Platon, il nous reste les choses qui étaient publiées. Son disciple Aristote, il nous reste de lui ces brouillons. Tu vois, quand on prépare une conférence, comme moi, on fait un plan, en brouillon, et après on le dit oralement. Et c'est ça ce qui nous reste d'Aristote, c'est-à-dire ces brouillons. Voilà. Et lui, il était le successeur de Platon. Et Aristote a influencé la philosophie chrétienne et musulmane. Parce qu'il a travaillé beaucoup non seulement sur l'esthétique, sur la rhétorique, mais aussi sur la politique. Et aussi, Aristote a théorisé l'influence du théâtre. Si on se pose la question suivante, pourquoi nous regardons le cinéma? Pourquoi nous allons au théâtre? Pourquoi nous écoutons la musique qui nous fait pleurer? Quelle est la réponse? Je pose cette question à beaucoup de personnes. Mais pourquoi vous regardez le cinéma? Pourquoi vous allez au théâtre? Mais vous voyez, on tue les personnages, les personnages meurent. Mais pourquoi vous regardez tout ça? Et peut-être la seule réponse à la question, on trouve chez Aristote. Parce que nous éprouvons les mêmes sentiments de la peur, de la douleur, de la tragédie de l'autre, ça nous permet d'extérioriser nos propres sentiments et sentir du plaisir. Le plaisir de quoi? Le plaisir de la compassion. Moi, je ne reproduis pas littéralement les mots d'Aristote, mais j'explique ce qu'il voulait dire par tout cela. Et maintenant, le point numéro 45, c'est la tragédie grecque. Ça, c'est vraiment, et je le souligne, c'est vraiment la base de tout art du spectacle. La tragédie grecque est la base du théâtre de Shakespeare, qui était peut-être le meilleur successeur des tragiques grecs. C'est aussi la base de tout théâtre et la base du cinéma. Ça, c'est la tragédie grecque. La tragédie grecque était destinée pour les fêtes religieuses, voilà, au 5e siècle avant Jésus-Christ. C'est ça ce qui est intéressant. Imaginons une seule chose, que par exemple, nous regardons un film américain dans une église catholique. Mais on va nous dire que ce n'est pas possible, c'est un sacrilège. On ne peut pas regarder de telles choses, voilà, qu'on tue les gens, etc., dans un temple catholique. Voilà. Mais c'était ça le cas de la Grèce. La tragédie faisait partie des fêtes religieuses, voilà, et on attribue voilà, ces fêtes religieuses au Dionysie,
voilà, qui avaient commencé à 534 avant Jésus-Christ. Voilà, maintenant nous allons passer, si tu peux un peu monter, s'il te plaît, mon plan. Voilà, merci, voilà, c'est bon. Donc, le mot tragédie provient du mot, c'est le numéro 50, tragoidia. Je dis en prononciation grecque, donc je répète, tragoidia. Euh, Tragos, cela veut dire le bouc. Aidos, cela veut dire chanter, c'est-à-dire les chants de bouc. Voilà, on suppose que c'était les acteurs qui prononçaient les différents, les dithyrambes habillés en peau de bouc. Voilà, il y avait les trois grands tragiques, Échille, Sophocle et Euripide, dont l'œuvre est conservée. Il y avait environ 400 autres tragiques dont l'œuvre était complètement perdue. Maintenant, je vais parler plus en détail du théâtre grec. Chez le premier poète qui est Échille, voilà, qui était né en 525, il y avait un seul acteur, le chœur de 14 personnes et le coryphée qui dialoguait avec voilà, le chœur et l'acteur. Voilà. Et qu'est-ce que tu en penses? Comment un seul acteur pouvait jouer plusieurs rôles? Comment un seul acteur? Parce que c'est un acteur. Pas seulement. Non, non, Il je faut dis dans le enlever sens de parce qu'il est un acteur, donc il est une personne, un artiste, donc les artistes, ils font ça. Il s'est C'est fait, vrai. il s'est fait des choses différentes parce que s'il n'était pas un artiste, il ne pouvait pas faire ça. Donc, c'est ça la beauté de l'art, la beauté de l'art. Oui, c'est ça. Tu as raison, absolument. Mais pour cela, il y avait aussi une technique. Tout d'abord, il ne faut pas oublier les arènes, ou plutôt la salle des auditeurs. Il y avait environ entre 16 et 30 000 des auditeurs dans la salle. Et voilà, pour cela, l'acteur changeait des masques. C'est la chose très importante pour le théâtre grec. Les masques étaient généralement faits du bois et exprimaient les émotions. Les masques couvraient entièrement le visage et même les masques, il y avait les cheveux. Dans le théâtre grec, c'était seulement les hommes adultes qui jouaient les rôles, même les rôles féminins. Voilà, et qui, bien sûr, mettaient les masques selon le personnage en sortant très vite de la scène pour prendre un autre masque. Encore, il ne faut jamais oublier que, d'ailleurs, une fois, tu m'as demandé comment on faisait avant l'opéra à propos du chant. Donc, il ne faut jamais oublier que l'Iliade et l'Odyssée étaient toujours chantées et toute pièce grecque du théâtre était aussi chantée. Malheureusement, nous ignorons absolument la musique, mais on sait seulement que tout, tout auteur tragique composait non seulement la poésie, mais aussi la musique, qui est malheureusement entièrement perdue. Et donc, l'acteur, comme l'acteur de l'opéra contemporain, devait avoir une voix très forte, très claire, parce que imagine,
entre 16 et 30 000 de spectateurs dans la salle, il faut que chacun entende. D'ailleurs, c'était très démocratique. Toute personne pouvait assister au spectacle, même les esclaves, si les esclaves accompagnaient leur maître. Et donc, le masque et la voix étaient les choses essentielles pour, pour, euh, pour l'acteur. Voilà, maintenant, Oui, oui, on mais passe. pourquoi les masques, elles ont été nécessaires? Elles ont été... euh, Euh, Parce que chacune des masques exprime une émotion, une grimace, si tu veux, d'une façon très exagérée. Je ne peux pas dire que c'est la caricature, D'accord, mais c'est c'est. comme si chaque une personne qui assistait l'opéra, le spectacle, il participait aussi en train de montrer euh, leur, en train de se exprimer en utilisant le masque Oui, dans leur façon. D'accord. C'est comme s'ils il c'est pas. pouvaient participer un peu de cet spectacle. Ça fait du Oui, sens. c'est pas la mimique, c'est le masque. Pourquoi? C'est la question de la distance. Parce que quand il y a 30 000 spectateurs, ceux qui sont vraiment sur les chaises, pas sur les chaises, mais sur les bancs en arrière, ils voient très mal. C'est la question de la distance. Et donc, D'accord, ils doivent oui, voir aussi, d'accord. l'émotion exagérée. On ne peut pas montrer avec la mimique du visage, voilà, cette émotion, ça ne sera pas tout simplement vu. Et si on prend en compte la distance entre les derniers spectateurs et entre l'acteur, ça doit être vu. C'est-à-dire, c'est D'accord, un peu d'accord. exagéré, Très c'est un bien, peu. très bien, très Voilà. bien. Edouard, Euh, on va essayer seulement on passe à la. de passer un peu plus rapide parce que sinon on n'aura pas du temps. Et je sais que ici, le grec ancien, il est, il est la thématique qui tu apprécies la plus parce que c'est ta formation, c'est ton doctorat ou master, j'ai oublié, C'est mon master. c'est ton master. Oui. J'ai écrit à propos d'une déesse mineure et sur l'influence de cette déesse, parce que en Grèce, comme j'ai dit, il n'y avait pas de notion du péché, il y avait D'accord, la notion de la faute. d'accord, très C'est-à-dire bien, que très bien, très bien. si une personne, juste deux mots, si une personne faisait une bêtise, comme le roi Agamemnon qui a couché avec une fille qui appartenait à un autre prince, il a fait une bêtise. Et pour se justifier, il va dire que c'est la déesse, c'est la mauvaise déesse, un peu comme notre diable, qui a détourné son esprit. Et donc, c'était pas le Fais le péché, malin. c'était la faute. Oui, c'était la faute. Fais le malin, Et voilà. il y Ouais. a plusieurs Edouard, pages où mais le ça, roi. j'ai compris, mais seulement une seconde. Donc, je vais juste demander pour essayer d'aller un peu plus précis, un peu plus vite, pour On on ne peut passe choisir. pas de une dixième partie. Euh, On peut, Edouard, j'ai mis ici en pause maintenant oui. l'enregistrement pour que je puisse aller aux toilettes parce que j'ai besoin d'aller aux toilettes. Et moi aussi, j'irai. Après, Ouais, on va passer au point. Ben, je vais te dire. ouais. Moi j'arrive dans 2 secondes.
Edouard, Oui. donc je vais mettre ici. Essaye, s'il te plaît, d'aller plus vite pour qu'on on ne fait pas une troisième partie, pour que ça soit seulement cette deuxième partie. Donc, on a Euh, encore 20 minutes. mais, donc, tu peux descendre sur le point 67, s'il te plaît. Donc, je vais résumer la vidéo. Tu comprends? C'est-à-dire, Je vais recommencer l'enregistrement. ah oui, d'accord. Tu me D'accord. prends bien. 3, 2, 1. Donc, Edouard, on continue. Donc, on est ici dans la 67. Oui. Et donc, euh, c'est aussi, donc je vais me parler assez brièvement des autres tragiques. C'est Sophocle qui augmente la quantité des acteurs. Chez Sophocle, il y a 2 acteurs. Voilà. Et chez Euripide, le dernier tragique que nous connaissons, il y a 3 acteurs. Voilà. La scène grecque était très humaine, très humaniste. On ne pouvait pas montrer un meurtre, un assassinat sur scène. Et on en parlait. C'est soit le cœur, soit le coryphée qui disait que, par exemple, la reine vient d'être tuée par quelqu'un, par exemple par son fils, mais on ne pouvait pas tuer sur la scène. C'était, voilà, contrairement au Shakespeare, au cinéma contemporain, on ne pouvait pas tuer sur scène. Aussi, ce qui est intéressant, c'est la péripétie. Selon Aristote, c'est quand ça commence par, voilà, par le bonheur, il y a un renversement dans la vie de l'acteur qui finit par le malheur et le désastre. C'est la loi qui marche depuis pour tout le théâtre, pour tous les films, pour tout le cinéma. Et je pense que j'ai déjà parlé de la catharsis, c'est-à-dire quand on devient plus, je sais pas, plus lumineux, plus pur en sortant du théâtre, ayant cette compassion pour les héros, voilà, pour les héros tragiques. Ce qui me touche beaucoup, c'est le théâtre de Sophocle. Il parle toujours du destin. Et ces héros comme Oedipe, Antigone, plutôt Oedipe, qui pendant toutes les pièces veut échapper au destin et fait tout pour éviter les oracles, il pense qu'il est en train d'échapper au destin, mais justement en voulant échapper au destin, il accomplit son destin. Voilà. Et c'est le point de vue de Sophocle qui me touche beaucoup. Ce qui est intéressant en Grèce et après chez les autres écrivains et chez les autres tragiques, c'est la question de la rhétorique. C'est-à-dire, ayant cette science, si je connais bien un sujet, je peux montrer le positif et le négatif. Par exemple, si je connais bien le style de la cantatrice Maria Callas, je peux prouver qu'elle est la meilleure dans toute l'histoire et je peux prouver qu'elle est la pire de toute l'histoire. C'est la question de l'argumentation. Et avec cette technique, personne ne sait le point de vue de l'auteur. Quand nous lisons Alexandre Dumas, le comte de Monte Cristo, nous ne savons jamais la position de l'auteur, ce que l'auteur pense. Est-ce qu'il exprime sa philosophie ou il décrit la philosophie des personnages? C'est pour dire que
en parlant de Sophocle, on ne sait pas s'il avait ce point de vue fatal sur le destin ou pas. Parce que la rhétorique et la sophistique nous permet, je répète, en en maîtrisant les arguments, voilà, montrer le pour et le contre. Et personne ne va savoir ce que nous pensons réellement. C'est ça l'art que les Grecs euh, euh, ont inventé. Et chez le dernier tragique, c'est plutôt le côté psychologique et la cruauté des dieux qui sont contre les hommes. Ils nuisent les hommes, voilà. Et l'homme cherche à être heureux en deux mots, mais il n'y arrive pas. Pour finir, je vais dire quelques mots sur la conquête des Romains euh, de la Grèce ancienne, qui avait été commencée au IIIe siècle avant Jésus-Christ et qui a fini en 31 avant Jésus-Christ, quand les Romains aussi ont conquis l'Égypte. Voilà. Pendant cette époque-ci, il y avait les tensions et comme j'avais dit dans une autre leçon, les Grecs avaient les statuts de l'esclave, mais c'était que sur papier, parce qu'ils étaient très honorés dans chaque famille. Si la famille était riche, on invitait le professeur grec pour que Je vais l'enfant te demander qu'une parle. seconde. Je vais te demander qu'une seconde. J'ai mis en pause l'enregistrement. Ici, on a sorti du sujet de la linguistique. Parce que j'étais un peu pressé, mais je peux y Non, 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 revenir. non, non, non. Je dis, on a sorti du sujet de la linguistique ici, parce que ici, on parle de péripéties, de la tragédie, du théâtre. On a sorti du focus de la linguistique. Donc, on ne parle pas de la linguistique ici. On parle de la Oui, Grèce. mais parce que j'ai omis le sujet de comment, en On a quel sorti du maître. sujet de la linguistique. Une personne qui veut apprendre la linguistique, elle n'est pas intéressée dans tous ces détails ici, je pense. C'est beaucoup de détails, donc qu'est-ce qu'on va faire ici? Non, Mais je vais Euripide. tout simplement y revenir. Hein. Comment, Edouard? En finissant, voilà, je vais y revenir. Parler de la Comment, tragédie en Edouard? tant que. Comment? Euh, je veux dire, comment je dirais ça? Comment on s'exprimait dans la tragédie et je vais finir avec le Oui, parce bilinguisme. qu'on ne parle Et, pas de l'évolution de la langue ici, on ne parle pas mais sur si, juste la langue. je vais en revenir. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est, Juste je pour vais finir. mettre la vidéo encore une fois, je vais mettre pour enregistrer, mais il faut que tu finisses en train de parler de la langue. Qu'est-ce que tout ça que tu Bien as sûr. dit, il y a à voir avec la linguistique? Qu'est-ce que tout ça que tu as expliqué ici, il y a à voir avec la langue, avec l'évolution de la langue. Donc, il faut maintenant que tu fais un résumé en train de raconter. Tu n'as pas besoin de suivre ça ici. D'accord? Je vais mettre ici. Je vais mettre ici. Donc, tu vas que résumer, faire un petit résumé. Donc, je vais mettre ici. En seconde. Je vais mettre ici le grec ancien. Donc, tu parles que faire un résumé de qu'est-ce que ça il y a à voir avec la linguistique, avec l'évolution des langues, parce que toutes ces choses que tu étais en train de parler, je sais qu'elles sont tes connaissances. Elles sont des choses que tu connais très bien, mais par exemple,
euh, pour moi, Edouard, ça ne fait pas du sens avec la linguistique. Est-ce que tu comprends? Oui, D'accord. Tu peux faire un résumé? On oui, rentre et on fait qu'un résumé? oui. D'accord. Donc, on y va. 3, 2, 1. Donc, Edouard, on était dans cette leçon en train de parler du grec ancien. Et Edouard, fais un petit résumé, s'il te plaît, dans 5 minutes maximum, s'il te Oui. plaît, pour dire qu'est-ce que le grec ancien, pour faire un résumé de la linguistique, d'évolution des langues, qu'est-ce que le grec ancien, il a à voir avec voilà, la langue grecque ancienne. Donc, tout d'abord, via le grec ancien, les autres pays comme les tribus slaves ont inventé l'alphabet, mais pour revenir au style et à la poésie grecque, qui était bien entendu écrite dans la langue grecque, euh, j'avais dit déjà que la poésie d'Homère ne changeait jamais de maître, c'était l'hexamètre dactylique. Euh, mais dans les tragédies, les dialectes utilisés étaient léoniens attiques, parlés à Athènes, et pour les parties parlées ou récitées, c'était le dorien, dialecte littéraire, pour les parties chantées. Voilà, c'est-à-dire, en deux mots, pour la partie narrative, c'était la langue classique, et pour montrer les personnages, on choisissait un des nombreux dialectes de la Grèce ancienne pour montrer la provenance de la personnage, son niveau culturel, etc. Donc, c'est pas par hasard que j'ai parlé de la conquête de la Rome antique, de la Grèce, parce qu'il y avait le bilinguisme. On parlait en latin, mais pour montrer que la personne est cultivée, elle s'exprimait en grec, et on n'est pas sûr que le grec que nous lisons aujourd'hui était vraiment parlé de cette façon. Peut-être au niveau parlé, au niveau oral, euh, il était bien plus simplifié. Voilà, donc troisième siècle avant Jésus-Christ, toute cette production en langue grecque était presque finie. Je dis presque parce qu'il y avait quand même Plutarque et d'autres auteurs. Pour parler du grec médiéval, euh, il est resté en trois versions. D'ailleurs, il ne faut pas oublier que la première traduction de la Bible était en grec. Donc, pour parler du grec médiéval, c'était entre 330 et 1453. Il y avait plusieurs versions du grec médiéval. Le grec savant atticisante, employé par les littrés. On continuait, comme en latin, on continuait d'écrire en grec classique. Après, il y avait le grec de l'Église, le grec liturgique qui était toujours chanté. Et le troisième point, c'était le grec médiéval populaire qui était parlé et dont nous n'avons pas de traces parce que justement, il était parlé. Voilà. Et pour finir, je, 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 voudrais dire que toutes les grandes œuvres, toutes les grandes choses euh, ont été produites entre 8e et 3e siècle avant Jésus-Christ. Et la langue d'Homère est légèrement différente de la langue de l'époque classique, de Platon, Aristote et les trois tragiques. Il y a les différences. Voilà. C'est facile à comprendre, mais les mots prennent une autre connotation plus scientifique, plus philosophique. Voilà, pour finir, sur l'histoire et l'évolution de la langue grecque. D'accord. Merci, Edouard.
Donc, on a vu aujourd'hui le grec ancien avec L'alphabet, l'alphabet phénicien, quand il est né, que c'était à peu près entre 1200 et à peu près 1200 avant Jésus-Christ. C'était ça oui, oui, c'est ça. qu'il était C'est ça. né, le grec ancien. Et voilà, et on a vu l'évolution du grec. Ici, il est mieux expliqué ici. Voilà, mais il y avait trop de détails, mais la résumé, c'est ça. Tous ces détails, c'était pour montrer l'évolution de la langue grecque et avec dans son histoire. Voilà, mais c'est ça. Édouard, donc la prochaine leçon, on va voir le groupe, non, le grec moderne, c'est ça? Non, je ne le pense pas parce que déjà j'ai dit, parce que dans le grec moderne, qu'est-ce que nous avons? Nous avons les dialectes et nous avons avant tout les dialectes parlés et je peux juste la prochaine fois présenter quelques traductions des mots anciens et j'ai dit déjà au début que les cas, les déclinaisons restent sauf le datif. Euh, donc, il y a pas beaucoup de choses à dire. C'est un peu comme à propos de la langue roumaine actuelle. Euh, D'accord. c'est Donc, le changement du grec ancien pour le grec moderne, c'est que la langue parlée, qu'il parle différent aujourd'hui, parce que la langue, elle est oui, en train d'évoluer c'est tout le comme temps. j'ai dit, c'est comme j'ai dit au tout début. Moi, je connais très mal le grec moderne, bien que je l'ai étudié pendant un an, c'est-à-dire j'ai quand même les notions. Voilà, c'est un peu comme la langue française, comme j'ai dit au début, c'est-à-dire c'est le même alphabet, mais la prononciation est différente et les lettres forment des petits groupes qui donnent d'autres sonorités. Voilà, c'est-à-dire que c'est D'accord. vraiment, il faut, pour apprendre le grec moderne, et il faut consacrer beaucoup de temps à la prononciation, à de nombreuses règles de la prononciation. Parce que le grec ancien, on lit de la même façon qu'on l'écrit. On prononce toutes les lettres qui sont écrites, il n'y a pas d'exception. Une seule exception, c'est aggelos avec deux gamma qui se prononce angelos. Angelos, ça veut dire le messager en grec ancien. C'est la seule exception, une seule, imagine. Et tandis que, comme en français, en grec D'accord. Donc contemporain, il y en a des. l'écriture du grec ancien, les Grecs d'aujourd'hui, qui vivent aujourd'hui, les vivants, ils peuvent bien comprendre s'ils vont lire une écriture, un livre original de Platon, d'Aristote. S'ils vont lire aujourd'hui une littérature ou un livre originel, ils vont bien comprendre. Ils vont comprendre, mais pas tout. Ils vont comprendre quelques mots. C'est la première chose. La deuxième chose, Donc c'est pas la même chose. Ils sont c'est pas la même chose. différents. Le grec C'est pas la ancien, même chose. le grec Oui, moderne, il ils sont faut. différents. Donc ils Oui, sont pas la même oui, chose. Mais oui. qu'est-ce qu'on peut parler de ça? Donc ils sont pas la même Euh, chose. euh, C'est-à-dire, la personne actuelle d'aujourd'hui, pour lire du Platon, elle va utiliser le dictionnaire et elle doit apprendre quelques changements de la grammaire. Voilà. C'est comme j'ai dit, c'est un peu la même chose si en italien on lisait en latin. Quelques mots sont compréhensibles, quelques mots ont changé de sens et il faut avoir le dictionnaire, mais D'accord. c'est accessible. Seulement une dernière question. Le grec moderne, il date après le
Le grec moderne, c'est Quand il à commence, partir du, à partir du XVIIIe siècle. À partir 18e du siècle. XVIIIe siècle. D'accord. Mais c'était très récent. Oui, oui. Et le dernier rôle important joué par le grec dans son ensemble, c'était le grec médiéval de l'Église. Euh, voilà, comme j'ai dit, la traduction de la Bible et aussi de, de, de la Byzance, D'accord. voilà, de l'Église byzantine. Donc, Ouais. c'était la langue liturgique, c'était son rôle important. D'accord. Donc, Très bien. Très bien. Très bien. Edouard, pour qui cette classe ne prend pas plus de temps parce qu'elle est trop longue déjà, il faut qu'on filme maintenant. Donc, merci. Merci beaucoup. Et on continue dans la prochaine leçon. Ce sera la leçon 8, le groupe germanique. Merci, Edouard. Merci. c'est moi qui te remercie de ton attention. Merci. Donc, Edouard,